Oubliez les gros titres qui tournent en boucle. Oubliez les images de frappes aériennes, les clichés de Nicolás Maduro menotté ou les débats sans fin sur les réserves de pétrole. Cette séquence est déjà terminée. Ce que nous observons maintenant est bien plus profond et surtout bien plus lourd de conséquences qu'un simple raid un samedi matin à Caracas. Le Venezuela n'est plus le titre du jour. Il devient une étude de cas. C'est le laboratoire où se joue la nouvelle règle du jeu mondial. D'un côté, nous voyons comment les États-Unis utilisent désormais la force brute. De l'autre, nous observons comment la Chine affiche une retenue calculée. Et au milieu, toute l'Amérique latine juge ces deux colosses. C'est ici que beaucoup d'analystes passent à côté de l'essentiel. Cette opération vient d'offrir à Pékin une victoire de propagande inespérée sans qu'elle n'ait eu à tirer un seul coup de feu. Pendant que Washington bombarde son voisin et menace toute une région, la Chine se drape dans le costume du défenseur du droit et du dialogue. Le Venezuela n'a jamais été la finalité de cette crise. Il a servi de répétition générale et le monde entier a pris des notes. Ce qui change aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les murs de Caracas, c'est le basculement des perceptions à l'échelle d'un continent. Cette opération renforce la diplomatie chinoise et révèle une vérité brutale. La façon dont la puissance américaine fonctionne désormais, sans filtre et sous nos yeux. Pour bien saisir l'ampleur du séisme, il faut suivre le glissement. Nous passons d'un événement isolé à une structure globale. Du choc initial, nous basculons vers la procédure et la réaction internationale. Tout commence à Washington. Les États-Unis formalisent immédiatement le rapport de force par le droit. Ils font entrer le Venezuela dans leur machine judiciaire. Maduro se retrouve visé par des accusations fédérales devant les tribunaux de New York. À cet instant, le dossier change de dimension. Il s'enclenche dans les cadres juridiques américains, créant un engrenage qui va structurer toute la suite des opérations. Mais le véritable tournant, c'est la réponse venue de l'extérieur. Pour la première fois, nous ne voyons pas de condamnation éparpillée, pays par pays. La région répond en bloc. Le Brésil, la Colombie, le Mexique, le Chili, l'Espagne et l'Uruguay publient une déclaration commune, une voix unique pour condamner l'opération. C'est un signal politique d'une lourdeur extrême. Ces gouvernements traitent désormais l'affaire comme une menace partagée. Ce n'est plus le problème d'un seul pays, c'est celui de tout un continent. Pendant ce temps, le système des Nations Unies entre dans une zone de turbulence majeure. Plusieurs États montent au créneau et accusent ouvertement Washington d'avoir enlevé un chef d'État en exercice. Ils dénoncent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies qui interdit formellement l'usage de la force contre des nations souveraines. Même la mission internationale indépendante de l'ONU sur le Venezuela pose un garde-fou. Son message est limpide. Quelles que soient les violations reprochées au gouvernement Maduro, rien ne justifie une intervention militaire qui piétine les fondements du droit international. Nous ne débattons plus de la légalité de l'acte au regard du droit américain. Nous basculons vers une interrogation beaucoup plus vaste. Le droit international a-t-il encore un sens quand une grande puissance décide seule de l'ignorer ? Quittons maintenant le sol de Caracas pour observer une réalité bien plus vaste, les rouages de la machine impériale. Ce qui change ici, ce n'est pas seulement le destin d'un président ou le contrôle d'une capitale, c'est l'outil même de la puissance. Pendant des décennies, l'influence américaine reposait sur un trépied solide, des alliances diplomatiques, des institutions internationales fortes et une intégration économique mutuellement bénéfique. Mais aujourd'hui, ce socle s'effrite. Ce qui le remplace n'est plus une adhésion volontaire, mais une contrainte économique implacable, désormais soutenue par la perspective assumée d'un passage en force militaire. Désormais, Washington ne cherche plus à convaincre, il impose. Les États-Unis s'appuient massivement sur un arsenal de coercition. Les sanctions, les tribunaux fédéraux, les saisies d'actifs et le contrôle des infrastructures financières. Les chiffres 2024 sont sans appel. 60% des pays à faible revenu subissent aujourd'hui une forme de sanction financière américaine. Le mécanisme est d'une simplicité redoutable. Si une nation refuse de s'aligner sur les intérêts américains, elle se retrouve instantanément coupée des circuits financiers mondiaux fondés sur le dollar. Et pour verrouiller le système, les États-Unis utilisent les sanctions secondaires. Elles punissent quiconque oserait continuer à commercer avec la cible. C'est un blocus numérique et financier total. Le cas vénézuélien ajoute une marche supplémentaire à cette escalade. Lorsque la pression économique ne suffit plus à obtenir la reddition, l'étape suivante est désormais l'usage de la force.
C'est ici que se loge la contradiction stratégique majeure. Plus les États-Unis utilisent la force pour préserver leur domination, plus ils offrent aux autres nations une raison impérieuse de réduire leur dépendance au dollar. C'est précisément dans cette faille que la Chine s'engouffre. Sans menace et sans la moindre frappe aérienne, Pékin vient de décrocher une victoire de propagande monumentale. Sa force ne réside pas dans l'action, mais dans son positionnement millimétré. La Chine s'impose aujourd'hui comme la protectrice naturelle de la souveraineté. Elle condamne l'opération américaine comme une violation sacrilège de la Charte des Nations Unies. Elle appelle au dialogue et exige le respect du droit du peuple vénézuélien à régler ses propres affaires. Le contraste est saisissant. Pour les capitales du Sud, la réalité visuelle est binaire. D'un côté, la Chine construit des ponts, des ports et des réseaux ferroviaires. De l'autre, les États-Unis bombardent un voisin. Là où Pékin arrive avec des prêts, Washington débarque avec des batteries de sanctions. Et ce ne sont pas des États marginaux qui tirent la sonnette d'alarme. Le président brésilien Lula qualifie l'opération de grave affront à la souveraineté. La Colombie martèle que les conflits doivent se régler par les peuples eux-mêmes. L'ironie est totale. En voulant intimider Pékin en frappant dans sa zone d'influence, Washington finit par faire la meilleure publicité possible pour le modèle chinois. La force brute a peut-être gagné la bataille de Caracas, mais elle est en train de perdre la guerre des perceptions. Ce raid sur Caracas ne surgit pas du néant. Il s'inscrit dans une séquence délibérée et beaucoup plus vaste. L'opération vénézuélienne est le point d'orgue d'une stratégie globale de reprise en main. L'administration Trump exerce aujourd'hui une pression constante sur plusieurs fronts. Le Mexique sur le commerce, la Colombie sur la migration et le Panama sur son canal stratégique. Le Venezuela apporte simplement la preuve brutale que ces menaces ne sont pas de simples postures. Elles peuvent basculer vers l'action militaire directe. Face à cette nouvelle réalité, les gouvernements de la région révisent leurs calculs fondamentaux. Un choix se dessine désormais entre deux logiques. D'un côté, le modèle chinois, perçu comme prévisible, qui finance des infrastructures sans jamais s'immiscer dans la gouvernance interne. De l'autre, une puissance américaine jugée volatile, capable de changer radicalement de trajectoire au gré d'un message sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup de pays, le modèle chinois devient un refuge politique. Ce n'est pas une question d'idéologie, c'est une question de survie. Washington pense peut-être avoir restauré son autorité par la force, mais il vient surtout de légitimer la présence de son plus grand rival dans son arrière-cour exclusive. Revenons à la racine du conflit, le pétrole. Le Venezuela revendique les réserves prouvées les plus massives de la planète, avec environ 300 milliards de barils. Mais la véritable bataille ne porte pas sur la quantité de pétrole qui sort des puits aujourd'hui, mais sur la devise utilisée pour les vendre. Depuis des décennies, le pétrole mondial s'échange en dollars, créant une demande mécanique pour la monnaie américaine. Mais cette architecture se fragmente. Les BRICS poussent les échanges en monnaie locale. Caracas a déjà franchi le Rubicon en publiant ses prix en yuan. Le danger pour Washington, c'est que le Venezuela prouve au monde qu'une architecture énergétique alternative peut fonctionner sans dépendre du dollar. L'objectif de l'intervention est limpide. Ramener de force le pétrole vénézuélien dans les circuits du dollar. Mais le signal envoyé aux autres producteurs est glaçant. Vendre son pétrole à la Chine paraît soudainement beaucoup plus sûr. En voulant sauver le pétrodollar par la force, l'Amérique est peut-être en train de précipiter sa chute. La Charte des Nations Unies repose sur une règle d'or. Un État n'emploie jamais la force contre un autre, sauf légitime défense ou mandat du Conseil de sécurité. Au Venezuela, cette digue vient de rompre brutalement. Le véritable danger réside dans l'effet miroir. Partout sur la planète, des capitales pointent une évidence gênante. Cette opération ressemble trait pour trait à ce que Washington condamne lorsque la Russie ou la Chine agissent de manière unilatérale. Cette contradiction pulvérise le discours sur l'ordre international fondé sur des règles. Car si les règles ne s'appliquent que lorsqu'elles servent vos intérêts, ce ne sont plus des règles, mais de la coercition. Nous avons franchi un cap radicalement différent des pressions de 2002. Nous parlons d'une action militaire directe et de l'enlèvement d'un dirigeant souverain. Si une puissance peut agir ainsi sans conséquence, qu'est-ce qui retiendra désormais les autres ? Pourquoi Pékin respecterait-il des lignes rouges sur Taïwan si le droit international ne contraint plus Washington ? Bâtir un ordre mondial sur la seule force, c'est bâtir sur du verre. Ces décisions spectaculaires ne reflètent pas forcément la volonté du peuple américain. Elles suivent l'élan d'institutions qui prospèrent sur le conflit. En 1961, Eisenhower mettait déjà en garde contre l'influence du complexe militaro-industriel.
En 2026, cet avertissement est devenu une réalité structurelle. La politique étrangère américaine s'écrit désormais loin du débat démocratique. Regardez le Venezuela. Le Congrès n'a jamais participé à la décision avant le lancement. Les responsables ont briefé les dirigeants après coup. L'exécutif, appuyé par les agences de renseignement, engage des opérations qui redessinent la géographie mondiale sans aucune responsabilité réelle. Le coût de ce glissement n'est pas immédiat. Il se manifeste dans des alliances historiques qui se tendent et une crédibilité diplomatique qui s'effrite. Ce n'est pas la volonté du peuple, c'est l'inertie d'une machine de défense devenue trop grande pour être contrôlée. Au-delà des stratégies du Pentagone, que signifie cette opération pour votre portefeuille ? Pour les Américains de plus de 65 ans, les ondes de choc de Caracas vont frapper 3 piliers financiers. D'abord, l'énergie. Si l'intervention fragmente le Venezuela durablement, les prix à la pompe repartiront à la hausse. Pour un retraité avec un revenu fixe, c'est une amputation directe de son budget. Ensuite, la solidité du dollar. Si l'opération accélère la sortie des pays producteurs du système dollar, son pouvoir d'achat mondial s'érode, créant une inflation importée permanente sur tous les produits. Enfin, le marché obligataire. Si la demande mondiale pour les bons du Trésor recule, Washington devra augmenter ses taux, faisant s'effondrer la valeur des obligations existantes. Cela se répercute instantanément sur les comptes de retraite et les fonds de pension. En perdant son autorité morale au Venezuela, l'Amérique perd une part de ce qui faisait sa force intérieure et la stabilité de son épargne. Les États-Unis sont-ils en train de basculer définitivement dans une ère où la coercition remplace la persuasion ? L'opération au Venezuela ressemble à ce nouveau paradigme. Quand la pression économique échoue, la force militaire suit. Pendant ce temps, la Chine propose des prêts massifs pour des infrastructures vitales sans jamais donner de leçons sur la gouvernance interne. L'influence ne se résume pas à la capacité de frappe d'un porte-avions, elle repose sur la perception. Les nations souveraines se posent désormais une question décisive. Les États-Unis sont-ils encore un partenaire fiable ou sont-ils devenus une menace ? En gagnant le Venezuela par la force, l'Amérique est peut-être en train de perdre le reste du monde par la défiance. L'histoire ne retiendra pas le Venezuela pour Nicolás Maduro, mais comme le point de bascule où les États-Unis abandonnent leur avantage moral au profit de la force brute. L'opération a rempli ses objectifs immédiats, mais le coût stratégique global est inestimable. Partout dans le monde, des capitales concluent qu'un alignement trop étroit avec Washington est devenu risqué. Elles accélèrent leur sortie d'un système financier exclusivement fondé sur le dollar. L'offre chinoise, un partenariat pragmatique sans ingérence, gagne chaque jour en séduction. L'Amérique veut-elle diriger par la coopération ou par la coercition ? Si c'est la force, le monde bâtira des systèmes alternatifs. Ce raid sur Caracas n'est pas une démonstration de puissance, c'est le signal d'un changement d'ère. Il redéfinit ce que signifie la puissance américaine au XXIe siècle. Une nation qui gagne ses batailles par le feu, mais qui perd sa place de leader par la peur.